Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par un invité de marque, Axel Ravinet. Bon, je rigole, vous savez qu'il fait partie du podcast. Aujourd'hui, c'est Axel qui va un peu lead le podcast. C'est des sujets qui lui tenaient à cœur. Axel, je te laisse démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours un immense plaisir de faire ce podcast. On a été un petit peu absent ces derniers temps parce que la connexion France-Australie est pas toujours très très simple. En plus, Nevin est C'est ma faute. ministre généralement dans sa La, vie, donc c'est difficile de l'avoir. La vérité, c'est que j'ai oublié. On avait organisé un podcast avec Axel. Alors, comme vous savez, généralement, on le fait le matin pour moi et soir pour Axel. Parce que ça va un peu mieux avec nos lifestyles respectifs. Et la dernière fois, j'ai eu une merde le matin. J'ouvre mes messages. Il est quoi? Il était 10h30, donc minuit et demi ou un truc comme ça pour toi. Et Ouais, tu me minuit fais. 45, je crois. Et tu me fais. Bon, il est tard là. Ça serait bien qu'on fasse le podcast. Et j'ai fait ah, et moi j'étais déjà dehors, j'étais loin de chez moi, donc impossible de faire le podcast. Donc désolé Axel, désolé pour nos auditeurs qui attendaient peut-être un peu plus de contenu et c'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, on est là, on est solide, les deux power, enfin un power et un power amateur, et c'est parti. Ok, donc du coup, après ces petites blagues et ces petites péripéties, aujourd'hui on aimerait aborder un sujet qui va être un petit peu en mode sympa. On va se laisser discuter de tout ce qui tourne autour de la structure de l'entraînement et peut-être même comment structurer sa progression plus largement. Donc vous avez compris un petit peu le squelette de l'entraînement, comment définir sa progression, comment comprendre si on progresse, comment comprendre si on est dans une progression, parce que le comprendre c'est aussi important. Donc du coup, je pense qu'en première question, je pourrais tout simplement te demander, mon gros, qu'est-ce que ça t'évoque globalement, la structure de l'entraînement? J'avais été sûr que t'allais me faire ça en mode je te lâche le morceau et tu te Dissertation. démerdes avec. Non, la Thèse, structure de antithèse, synthèse. l'entraînement. Euh, en fait, ça peut revenir un peu à nos discussions précédentes sur les autres podcasts. Si vous les avez pas écoutés, je vous conseille d'aller les écouter. On avait parlé entre autres de split et de répartition du volume d'entraînement, ainsi que l'obligation de certains exercices comme les exercices polyarticulaires, oui ou non. Généralement, en termes de structure d'entraînement, je vais toujours partir de l'individu. Comme tu le sais, j'ai une approche où j'optimise les programmes d'entraînement en fonction des individus. J'ai pas de programmes d'entraînement qui sont tout faits et que je balance à des personnes juste comme ça. Donc je vais vraiment structurer le programme d'entraînement autour de ce que la personne veut, donc en termes d'objectifs, parce que c'est important, tu réponds quand même au désir de quelqu'un. Tu vois, si quelqu'un vient me voir et veut faire une compétition bikini, je vais pas me concentrer sur les trois gros exercices du powerlifting pour la préparer pour un meet-up, parce que c'est pas ce qu'elle cherche. Donc l'aspect le plus important, c'est vraiment le contexte global, la personne, son niveau, sa capacité de récupération. Donc tout ça, c'est des choses que je vais mettre en place. Et à partir de là, je vais savoir, en gros, qu'est-ce que je veux en termes de volume total par groupe musculaire par semaine. C'est généralement là-dessus que je me base. Et à partir de là, je sais que si c'est une personne avancée, je vais avoir besoin d'avoir une fréquence peut-être un petit peu plus élevée pour arriver au niveau de ce volume. En gros, en fonction de la capacité de récupération d'une personne, qui va dépendre de son genre, donc si c'est une femme, si c'est un homme, de son stress quotidien, la qualité de son sommeil, de la qualité de son alimentation, de son niveau d'entraînement, enfin tous ces facteurs-là, il faut les prendre en considération. Et à partir de là, on se rend compte que dans une grande majorité de la population, le volume optimal par groupe musculaire par semaine se trouve entre 10 et 30 séries par groupe musculaire par semaine. Il y a des gens qui peuvent faire plus, il y a des gens qui vont même être un petit peu en difficulté à 10-12 séries par groupe musculaire par semaine, donc il faudra peut-être même
baisser soit l'intensité, soit le volume global. Mais généralement, sur une grosse fourchette de la population, c'est à peu près ça. Et si vous regardez la plupart de vos entraînements, c'est généralement là-dessus que vous retrouvez. Juste avant ce podcast, c'est ce que je disais à Axel, la problématique, c'est qu'on a aussi une limite de volume par groupe musculaire par séance. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on critiquait sur les splits, les bro splits, où tu as un volume qui est énorme, c'est que la plupart des gens vont se retrouver avec une limite. On va dire que vous avez un volume maximum où vous allez appliquer ce volume pendant vos séances, mais si vous allez au-dessus de ça, ça va en gros servir à rien parce que ça ne va pas vous faire progresser davantage. Et d'après les recherches qu'on a à ce sujet, ça serait sur une fourchette de 9 à 13 séries par groupe musculaire par séance. Donc voilà, tout ça pour expliquer que si vous vous retrouvez avec un athlète avancé qui a besoin de beaucoup de volume pour driver son hypertrophie, alors je sais qu'on va me détester, mais oui, le volume c'est le premier driver de l'hypertrophie. Par exemple, je peux pas lui mettre 30 séries de pecs sur son lundi chest day parce que il va être limité. Donc, ce que je fais, c'est qu'à partir de là, je sais que je vais devoir splitter et avoir une fréquence qui va me permettre de répartir son volume sur sa semaine. Donc vraiment, c'est ça, j'ai une approche contextuelle et ensuite, en fonction du niveau, en fonction du volume général pour la personne, je vais savoir combien de fois je vais l'entraîner sur son split, comment je vais répartir ça, et après, il viendra la sélection des exercices. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question sur comment je m'organise, Axel. C'est pour ça que ça prend du temps de mettre en place un programme. Les gens ne comprennent pas que quand je leur dis que je passe peut-être 2 jours sur une personne pour être sûr de bien optimiser tout, parce que je pense à tout ça et c'est pas quelque chose que je peux faire même en 1 heure, ça serait impossible. Même si je me forçais, ça serait vraiment difficile, quoi. Ouais. Donc ce qui est très intéressant, là, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que tu as donné un petit peu ta manière de procéder. Donc s'il y a des jeunes coachs qui nous écoutent parmi nous, là, vous avez la manière d'appréhender les choses donc on ne parle pas de structure d'entraînement, là, mais de structure de coaching, la structure de sa pensée pour réussir à optimiser un coaching. Donc je pense que c'est à réécouter avec des petites pincettes pour vraiment prendre ces informations avec intérêt. Du coup, là, ce qu'on peut relever par rapport à ce que tu dis, c'est que nécessairement, un athlète qui a avancé ne se retrouvera pas dans une position favorable si jamais il effectue un bro split, puisque au final, le volume qu'il pourra encaisser par séance, même en étant avancé, ne justifiera pas en fait l'utilisation d'un bro split. Donc c'est très intéressant Alors, parce que du coup, c'est vas-y. ça, c'est-à-dire qu'en fait, il va arriver sur son volume effectif, il va être atteint sur peut-être ses 3 premiers exercices. Tu vois, par exemple, tu prends un classique d'un chest day, il va faire 3 exercices avec 4 séries par exercice. C'est un Ouais. classique, hein, genre un flat bench ou un bench avec des haltères, après peut-être un incliné ou un décliné, et après un fly ou un truc comme ça. Déjà, il arrive à 12 séries sur ses pecs. Et s'il continue avec du plate press là, putain, mais si je vous vois faire ça, Je déteste. Squeeze press, ça s'appelle. c'est vraiment de la merde, ça sert à rien, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Genre, biomécaniquement, ça a pas de sens. Ne faites pas ça. M'énervez pas à faire ça dans vos vidéos, ça m'énerve. Je pourrais en parler toute la journée, sérieusement, c'est vraiment ouf. C'est pour le milieu Euh, des pecs. Ou pour le milieu des pecs, c'est ça. Parce qu'en fait, t'as un muscle au milieu, tu vois, qui est Oui, différent comme ça. des. C'est C'est comme ça. ça. C'est splitté comme ça, mec. C'est pas splitté comme ça. C'est splitté Vous ne pouvez verticalement. pas recruter seulement le milieu de vos pecs. Ça, c'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Il faut repartir, il faut comprendre l'anatomie, la biomécanique, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit oui, ça recrute juste le milieu de mes pecs, fuyez. Ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça. Bref, désolé, rant over, comme ils disent en anglais. Du coup, j'ai perdu ma pensée. Ouais, mais le truc, c'est que souvent, les body avancés qui sont encore sur un bro split, c'est ce dont on a parlé la dernière fois, c'est que ils vont te faire le premier jour, et puis après, ils vont avoir un rappel pec numéro 1 et un rappel pec numéro 2 où ils vont pouvoir encore faire du volume effectif, du coup. Ouais.
Ouais, ouais. Et du coup, par rapport à ça, par rapport à cette structure d'entraînement, du coup, si on regarde, on peut du coup avoir des structures d'entraînement qui sont beaucoup plus optimales en fonction du niveau. C'est par exemple le cas du push-pull leg, c'est par exemple le cas du upper-lower, du full body. Mais ce qui est important de souligner, c'est que ça, c'est des grands ensembles qui sont codifiés et qui sont tout à fait intéressants. Mais on peut regarder, quand on regarde des coachs un peu plus avancés ou qui sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit et qui sortent un peu des sentiers battus, on peut T'es en voir des train de dire coachs que je qui suis une font merde en fait, c'est ça? Tu reg- pas du tout. En C'est pas fait, il est du en tout train de ça. dire indirectement, genre, quand on regarde des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi, Nevin, qui savent ce qu'ils font, tu vois. Non, c'est pas du tout ça, vraiment pas. Mais c'est, on voit des entraînements, par exemple, ce qu'ils appellent Density Day, où ils font complètement la chaîne postérieure. Et ça peut être une manière de procéder qui a du sens, parce que en sollicitant toute la chaîne postérieure, eh bien, vous avez suffisamment d'exercices pour faire un entraînement qui va pas durer 5 minutes et qui sera tout à fait optimal en termes de séquençage. Et on pourrait réfléchir à un entraînement qui ressemblerait à focus chaîne postérieure et focus chaîne antérieure. Ça serait tout à fait possible que ça soit fait. C'est jamais fait, c'est vrai que c'est pas quelque chose de récurrent, mais il n'y aurait pas de souci en soi à partir du moment où cette structure permet un volume et une intensité qui sont cohérentes avec le niveau du pratiquant. T'as des exemples à donner pour un Density Day, des exemples que t'as vus pour que ça puisse parler un peu aux auditeurs? D'exemples de séances ou d'exemples de personnes qui l'ont fait, ou Ouais, les une deux, tu exemple me de diras. séance. Ouais, les deux, Bah, il y ouais. a Jordan Peters, je sais qu'il en planifie assez régulièrement. Et du coup, la séance axée bah, chaîne postérieure en finale, donc Density Day, ça va souvent être sollicité avec tout ce qui va être des gros pulls, du Romanian deadlift, des back extension, des leg curls, des mollets, des face pulls. Et c'est vrai que généralement, tu vois, là, tu vois, c'est une petite question, tu vois, que je te pose à toi dans une séance focus chaîne postérieure, est-ce que d'un sens tu mettrais les triceps? Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Vu que le muscle Bah, se situe en arrière du corps. Moi, je ouais, ne le mettrais pas, je pense. Je pense que je le mettrais pas. ouais. C'est vrai que c'est généralement, enfin, tu vois, c'est un extenseur du coude, donc généralement, tu le visualises comme ça. Mais c'est vrai que c'est aussi un extenseur de l'épaule. C'est ça. C'est pour ça que j'allais dire Donc, ça. Sur des pulls over, par exemple, certaines variantes de lat prayer, s'il y a une grosse extension exactement. de l'épaule, c'est tout à fait possible de les Exactement, recruter. il faut pas oublier que les triceps, c'est un muscle biarticulaire, donc qui traverse ton articulation du coude ainsi que l'articulation de l'épaule, parce qu'il Mhm. vient s'insérer sur l'omoplate. Et du coup, quand vous passez je suis en train de le faire comme si les gens voyaient, mais quand vous passez votre bras derrière, vous avez bah, le deltoïde postérieur qui travaille pour faire cette extension de l'épaule, mais il y a aussi le triceps qui travaille pas mal. C'est pour ça que si vous voulez vraiment travailler toutes les fibres de votre triceps, j'ai tendance à recommander, bah, bien évidemment, si vous pouvez le faire et que vous ne mettez pas, par exemple, votre épaule dans des positions qu'elle n'aime pas, mais faire un overhead tricep extension pour avoir justement un étirement total du triceps. Généralement, sur la plupart des exercices de poussée, vous allez travailler votre triceps dans la mid-range, c'est-à-dire devant vous dans le plan sagittal. Et c'est quand même intéressant d'avoir un exercice potentiellement comme un kickback triceps avec le coude derrière le corps. Mais alors, le problème du kickback, c'est que comme tu le sais, la courbe de résistance avec une haltère est ripou, donc c'est pas à faire avec une haltère. Ouais, c'est ce Mais que vous j'allais pouvez dire. avoir des exercices où vous placez légèrement votre coude derrière le corps, par exemple avec un triceps extension, tu vois, genre à la poulie, quand tu les mets comme ça, l'une qui sort de l'autre. Je crois que j'avais vu cet exercice sur Hypertrophy Coach ou un truc comme ça, le mec qui a aidé Ruff Diesel à se préparer. Ou sinon un Ok. kickback à la poulie tout simple où vous placez votre coude derrière le corps. Donc là, ça devient des exercices qui sont tout de suite un petit peu plus intéressants parce que la courbe de résistance qui est proposée par la poulie s'accorde un petit peu plus avec la courbe de force, même si c'est pas exactement la même chose. Si vous décidez la courbe entre la courbe de résistance et la courbe de force, vous allez voir qu'il y a plus de
putain, je perds mon français, c'est une catastrophe, de surface sous la courbe. Et c'est ça que, en fait, quand vous synchronisez les deux, c'est ce que vous voulez, en fait. C'est la surface sous la courbe entre les deux résistances, entre votre résistance, votre force et la résistance de l'exercice. Donc, ouais, c'est intéressant Donc, lui, il place les triceps comme chaîne postérieure. Du coup, Je si ne tu me sais disais pas ça. s'il le fait. Je ne sais pas s'il le fait, tu vois. Mais justement, je me demandais, tu vois, quelle pertinence tu voyais vis-à-vis de ça. Et ce que j'avais en tête, justement, c'est le fait que sur des lat prior, surtout la longue portion du triceps était tirée, elle était recrutée. Donc, du coup, c'était la question que je te C'était la posais. question piège. Non, Tu voulais me je savais que piéger. tu allais y répondre. Je savais que tu allais y répondre. Ouais, c'est Mais, pas. c'est intéressant de. Mais tu vois, le truc, c'est qu'un density day avec une chaîne postérieure, quand tu réfléchis, tous les gros groupes musculaires se trouvent sur la chaîne postérieure. Enfin, en termes de récupération, c'est hard, hein, parce que grand dorsal, fessier, euh, Bah, c'est ischio, trapèze, enfin, ça pèse, ouais, hein, ça pèse dans la balance de la récupération. Ouais, ouais. c'est clair, c'est clair. Donc bon, Mais je pense que ce n'est pas forcément le type de répartition à placer entre les mains d'un débutant, bien évidemment. Et je pense que ça reste quand même difficile de faire plusieurs Density Day dans la semaine. Je pense que ça peut être un petit peu compliqué parce que Jordan Peters, lui, il en a un dans sa semaine. Enfin, je sais qu'il en avait un dans sa semaine. Et il était calé au milieu de push-pull leg, en fait. Tu vois? ok. Il avait un push, repos, leg, repos. Il devait avoir Density Day, repush, et après il avait un pull complet, genre je crois 2 jours après, parce que bah, à savoir que par exemple Jordan Peters, c'est pas quelqu'un qui a forcément un volume exceptionnel et qu'il a des athlètes qui ont un volume mais qui est vraiment mais minimum et qui ont un niveau de ouf. Donc c'est un sujet qui est très intéressant. Je crois que si je dis pas de bêtises, à un moment il devait coacher Kuba et dans tous les cas je crois qu'à un moment il coachait Hollingshead si je dis pas de bêtises. Et sa séance quads c'était 2 séries de squat à la Smith Machine ou au pendulum squat et après 5 séries de leg extension et basta quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que je disais au début que le contexte est important et l'individu est important parce que effectivement, tu as des grandes lignes qui montrent que généralement un athlète plus avancé va pouvoir encaisser un plus gros volume d'entraînement. Il faut toujours se rappeler que quand on parle de volume d'entraînement en termes de séries par groupe musculaire par semaine, c'est une simplification parce que à la base, on parle quand même de la distance effectuée avec le poids enfin le poids fois les séries fois les répétitions et le volume en réalité c'est un tonnage donc c'est le tonnage total que tu as déplacé entre un point A et B. Donc c'est vrai qu'on utilise souvent les séries par groupe musculaire parce que c'est un proxy qui nous permet de simplifier que ce soit dans nos calculs et qui simplifie quand même toute la démarche de la programmation. Mais si tu voulais vraiment être pointilleux, tu pourrais te baser seulement sur le tonnage effectué sur ton volume en fait. Et par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que tu as quand même des individus qui sortent parfois un petit peu du lot. On se rend compte avec les études sur la génétique. Alors bon, on est vraiment aux prémices des études et des tests ADN en fonction tu vois, des athlètes, parce que c'est que jusqu'à présent, c'est seulement des études d'observation. On n'a pas le droit actuellement de faire des modifications génétiques pour voir ce qui se passe, tu vois, quand on enlève un gène à un bébé et voir dans 20 ans comment il s'en sort. Donc ça, c'est pas autorisé. On le fait actuellement sur les animaux, mais pas sur les êtres humains. Et du coup, il y a quand même des études d'observation qui montrent que certains gènes pourraient potentiellement euh, se retrouver sur des athlètes qui sont très explosifs, qui ont une composition un peu plus importante en fibres rapides de type 2, et du coup qui répondraient très bien une programmation de haute intensité avec un volume qui n'est pas forcément très important. Et c'est ce que tu retrouves, bah, tu vois, genre des athlètes par exemple comme Jordan Peters, parce que ces intensités sont incroyables. Quand tu Ouais, regardes par contre, ouais.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, quand tu parles de volume en termes de série par groupe musculaire, c'est pas très impressionnant. Mais quand tu regardes le tonnage qui déplace le mec, c'est ahurissant. À chaque fois, tu regardes les Ouais. chiffres, tu dis, waouh, c'est un des mecs les plus forts actuellement que je suis personnellement sur les charges qu'il déplace, etc. Ah ouais, Sur il est ses vraiment Romanian fort. deadlift, sur ses rows ou des choses comme ça. Il a quoi, 5 6 plates à chaque fois. Ah ouais, ouais, il est vraiment fort. Il est vraiment Là, fort. Même sur le bench et tout, il disait que c'était un exercice qu'il faisait pas trop souvent. Et lui et Hollingshead, ils sont vraiment très très forts, tu vois. Genre, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était impressionnant. C'était quasiment des bails de 600 lbs, tu vois. Genre, donc, tu vois, c'est 272,5 kilos. Je crois qu'on était plutôt vers du 585 lbs. Mais bon, enfin, voilà, c'est et des mecs et qui c'est des bench mecs. 250. Ouais. Et c'est des mecs qui veulent faire du bodybuilding, hein. Ouais, C'est pas ouais, des power. clairement. Donc leur souhait initial, c'est l'hypertrophie. C'est pas déplacer des charges. Le truc, c'est ils arrivent à un moment où bah, les charges qu'ils déplacent sont hyper impressionnantes parce qu'ils sont obligés de le faire pour pousser leur développement musculaire. Et du coup, c'est par rapport à ce que je disais, c'est que bah ouais, les intensités sont énormes, les volumes sont peut-être pas énormes, mais le tonnage quand même est là, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, quand tu fais 10 fois 250 au bench, bah ça fait 2500 kilos, quoi. Donc clairement. c'est plus que ce que je fais si je fais Mhm, 30 séries dans ma semaine mhm, mhm. avec 100 kilos, quoi. Ouais, Donc, ouais. bah non, du coup Enfin, non. non, mais oui, non, Ça mais fait 3000, mais enfin non. voilà, on Mais se voilà. comprend. Parce que je fais pas 30 fois 100 kilos dans ma semaine. C'est ça le truc. Mais ouais, donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte dans le fait de la programmation, c'est que l'individu en question va être un déterminant sur ta programmation. Et je pense que toi, par exemple, Axel, tu es un peu plus dans cette catégorie-là des personnes qui répondent peut-être mieux avec une plus grosse intensité et un volume de travail un peu moins important que ce que ton niveau pourrait euh, Ouais, donner, en fait, en gros. ouais, c'est qu'avec un volume qui peut être minimal, je peux réussir quand même à progresser physiquement, même si ça va pas être exponentiel, parce on a fait le test, on a fait le test quand Nevin me préparait, et on s'est rendu compte quand même que malgré le fait d'avoir peut-être 12 répétitions de squat dans la semaine, bah, ça engendrait quand même malgré tout une hypertrophie des quadriceps, une hypertrophie des adducteurs, une hypertrophie des fessiers, donc qui n'est pas au niveau de si peut-être à côté de ça j'avais rajouté un volume phénoménal avec de la presse, avec des Bulgarian split squat, mais un volume qui était minimum euh, semble quand même me correspondre de manière générale, alors qu'il y a certaines personnes qui vont avoir ce type de planification, ce type de structure d'entraînement, et ça va pas trop bien fonctionner. Donc voilà, La question, après, je moi, trouve que c'est un mal pour un bien. ouais, C'est un mal pour un carrément. bien, ouais. Carrément, Mm. carrément. Là, moi, je préférerais être dans ce cas de figure, honnêtement. Si je pouvais me concentrer un peu plus sur, tu vois, avoir des intensités un peu plus hautes et pas avoir à me faire chier avec augmenter mon volume pour pouvoir progresser, ça me tente très bien. La question que je me pose, moi, c'est parce que le problème, c'est que souvent, sur ce genre d'individu, après, tu as le problème de si tu augmentes trop le volume, souvent, c'est des personnes qui sont sujettes aux blessures, en fait. Alors, Mhm. euh, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est à cause du volume plus important ou est-ce que c'est parce que c'est un volume avec une haute intensité et du coup des blessures de surutilisation arrivent plus rapidement aussi, tu vois. Ça, c'est une question que je me suis toujours posée, si c'était juste le volume ou si c'était parce que c'était une composante entre un volume mais avec des grosses intensités parce que c'est des individus qui sont généralement forts, donc c'est un truc que je me suis toujours posé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est ce que j'allais te dire. D'un sens, c'est un mal pour un bien, et tu as aussi un peu le revers de la médaille, où après, en théorie, quand tu regardes en théorie, enfin, et c'est pas moi qui vais te l'apprendre, que normalement la structure conjonctive quand même évolue avec la structure musculaire, mais est-ce que dans ce cas-là de figure, il n'y a pas eu un problème, tu vois, entre l'évolution du tissu musculaire par rapport au tissu conjonctif, parce que ben, le fait de entrefaire, d'être
pour déclencher une hypertrophie, faire 10 fois 150 au squat ou devoir faire 10 fois 250, ben, l'impact théorique n'est pas le même, mais en théorie, puisque l'adaptation du tissu conjonctif pardon, est censée être équivalent à la progression de l'athlète et normalement à sa force, ben c'est un sujet qui est, je pense, vraiment nivelé en termes de réflexion. Mais il y avait aussi le truc, je sais pas si t'as vu, mais j'ai posté une vidéo sur les blessures de Lazar Angelov et l'interview qu'il a fait. Alors, je l'ai Ouais, posté je l'ai hier, donc regardé. Je l'ai ok. regardé. Si, si, je l'ai regardé. T'es mon Je l'ai fan regardé. numéro un. Je Je suis ton t'aime. fanboy numéro un. Et je sais pas si t'as vu, j'ai parlé rapidement du fait que, bah, enfin, voilà, moi je ne pense pas que Lazar Angelov soit naturel parce que quand tu vois le delta qu'il y a entre quand il s'entraîne pas et quand il s'entraîne, Bon, aka moi, quand il est off et quand il est moi, on, moi, je me suis mais pas, je me suis jamais posé la question, hein, entre voilà. nous. Non mais voilà, Enfin, c'est ça que je me suis dit. Et j'ai pas voulu parler de ça dans la vidéo parce que YouTube c'est un petit peu différent des podcasts. Je pense que les gens qui écoutent nos podcasts sont des gens qui sont un peu plus intéressés par... c'est un peu moins grand public, on est un peu plus dans la famille des gens qui sont sérieux ouais. sur leurs entraînements et qui veulent vraiment vous améliorer. Enfin, du coup, c'est comme ça que je vous vois, nos auditeurs. Donc, j'espère que vous le prenez de la bonne manière parce que Hmm. enfin, je veux dire que vous êtes des gens de qualité. C'est un Et compliment. ouais, exactement. Et du coup, ici, on peut se permettre de parler de trucs un petit peu plus euh, sulfureux, on va dire, ou Hmm. enfin, on n'est pas aussi bridé que sur la plateforme YouTube, parce qu'il faut savoir que sur YouTube, quand tu parles de stéroïdes, tu te fais tout de suite blacklister au niveau Ah ouais? du partage de tes vidéos. Ah ouais, bah, t'as pas vu les mecs qui font un peu qui sont fait une renommée en parlant des stéroïdes à chaque fois sur les présentations de leurs vidéos, c'est genre oui, ils mettent que c'est juste pour donner des informations et tout, parce que sinon ils se font striker les vidéos Ouais, direct. moi j'ai fait quelques vidéos sur les stéroïdes justement, et ça je le disais, mais juste par bienveillance, tu vois, pour pas que les gens pensent Ouais, que c'était une incitation. mais Alors que je suis pas du tout, je suis pas du tout, enfin, rageux des mecs qui utilisent des stéroïdes. C'est pour ça, je voulais juste le dire parce que quand j'ai dit, je me suis jamais posé la question de savoir si Lazar Angelov était dopé ou pas. Bon, bah, enfin, rageux. après, pour moi, faut pas se voiler la face. C'est un athlète d'exception. Qui dit athlète d'exception avec un physique d'exception dit contexte d'exception. Et enfin, moi, je réfléchis juste comme ça, et si ça lui fait Moi, plaisir de se la charger, bah, réalité, charge-toi, mon la gars. réalité, je pense, c'est qu'il est mieux que toi et du coup t'es rageux et du coup tu dis qu'il prend des stéroïdes. Voilà. Ouais, c'est ça. Je plaisante. Mais euh, il y a aussi le fait que, tu sais, tu parlais du tissu conjonctif et de l'évolution du tissu conjonctif en fonction de l'évolution de l'athlète. Je sais pas si tu as entendu déjà parler de ce mythe urbain. Enfin, moi, j'en ai entendu pas mal parler, mais j'ai jamais vraiment fait de recherche par rapport à ça. C'est le décalage entre les gens qui prennent des stéroïdes, entre le développement musculaire et le développement du tissu conjonctif. T'en as Ouais, déjà entendu parler aussi? ouais, que le tissu conjonctif ne suit pas. Exactement. Ouais, Alors, ouais, donc, j'en ai déjà entendu vu, parler. vu que j'ai pas de billes de data Hmm. scientifique par rapport à ça, parce qu'encore une fois, malheureusement, si vous nous suivez un peu, vous savez que les données scientifiques sur les stéroïdes sont extrêmement minimes parce que bah, c'est un peu interdit, donc c'est pas utilisé en recherche. Généralement, les études sont extrêmement vieilles avec des protocoles euh, qui feront rire les scientifiques d'aujourd'hui parce que ça a 50 ans et bref. Et du coup, ça c'est un truc qui circule pas mal et moi je l'ai vu sur des forums des dizaines de fois genre ouais, mais il a des tendinopathies ou il s'est fait une rupture du tendon parce que c'est son tissu conjonctif n'était pas à la hauteur de son développement musculaire, etc. T'as déjà entendu parler de ça? Tu viens de me dire oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en Moi, penses de carrément, il ça? y avait. Je suis comme toi, j'ai pas trop de data. En plus, pour avoir cherché pas mal d'études sur les stéroïdes, parce que sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur la traîne, en tout cas, enfin sur la traîne Bologne, pour ceux qui sont pas familiers avec le sujet. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais en recherchant, et j'avais déjà entendu ça il y a quelques années, et je me souviens que quand j'ai fait ma vidéo, je suis retombé sur un forum, je sais plus c'était lequel, c'était pas un forum français, mais il y avait ces idées, carrément là on était sur du ciblage, en mode, oui mais quand tu prends de la traîne, les ruptures du tendon du triceps, c'est hyper récurrent, tu vois. Tu vois, Intéressant. pourquoi, je sais pas, mais c'est une idée qui est revenue plusieurs fois,
Moi, je Voilà, suis en train de faire une petite compilation de data du nombre de body pro qui se sont fait une rupture totale du pec. Parce qu'il y en a Ouais, un paquet. Et en fait, je suis en ouais. train de voir si c'est une corrélation par rapport à leur progression, par rapport à la taille de leur cage thoracique, la longueur des avant-bras aussi qui est très importante parce qu'au Mhm. niveau de l'amplitude. Donc je suis en train de vous préparer ça, je suis en train de faire un truc là-dessus, mais quand j'ai commencé à regarder le nombre de body pro que tu connais qui se sont fait un pec, c'est incroyable quoi. Ouais, Enfin, ouais, non, mais ça pour m'étonne pas, citer ouais. les plus connus, Berry Demey, Kevin Levron, enfin il y a vraiment un paquet de mecs qui se sont fait un pec. Euh, et, euh, et du coup, c'est quand même assez intéressant de voir ça parce que moi, qui ai, tu vois, coaché pas mal de personnes, j'ai déjà des gens qui se sont malheureusement fait des petites blessures, tu vois, genre des déchirures, mais des petites lésions qui finalement en 3-4 semaines sont résorbées. Mais des déchirures totales, genre un pec à la base Complet, ouais. qui s'arrache ou un triceps complet, etc., ça m'est jamais arrivé dans ma programmation. Mhm. Toujours, ça me fascine et j'aimerais bien avoir un petit peu plus de contexte, tu vois, de voir est-ce que c'est des gens qui ont peut-être poussé trop vite, est-ce que leur programmation n'était pas idéale. J'ai fait une vidéo avec le doc sur la blessure au pec de Efkan Defcon, ouais. Kurnaz, From Human to God, où je disais que, bah, enfin, où lui disait en fait qu'il avait poussé énormément, qu'il avait augmenté ses intensités et sa fréquence de travail dans les 3 dernières semaines comme un ouf. Et bah, à mon avis, c'est en partie une résultante de ça, même si c'est pas forcément que ça. Mais ouais, c'est un sujet quand même intéressant et j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de data là-dessus sur l'évolution des tissus par rapport à, enfin des tissus conjonctifs par rapport aux muscles. Et dans Bayesian, on a quelque chose par rapport à ça. On a quand même des études qui montrent que si tu veux pousser l'adaptation des tissus, il faut travailler avec des intensités de plus de 70%. Sinon, Mhm. si tu travailles avec des intensités de moins de 70% tout le temps, et ben malheureusement, tu peux potentiellement bien développer ta masse musculaire, mais tu peux peut-être prendre un petit retard au niveau de ton tissu tendineux. Ouais, ouais. Ouais, je sais, il y a pas longtemps en plus, je sais plus ce que je voulais voir, j'étais retombé sur cette data dans Bayesian parce que c'est pas encore sorti pour le petit cours 6 mais ça sera dans quelques semaines. Je tease, t'as vu, je tease. Mais ouais, et c'est une data qui est super intéressante parce que au final, quand tu regardes, tu vois pas non plus énormément. euh, je trouve, après c'est purement spéculatif et anecdotique, tu vois pas énormément de power se faire énormément de rupture de tendons. Alors tu as le tendon du biceps qui est classique, mais tu vois, je pense hier j'ai regardé sur Netflix le documentaire sur Callum Von Moger, tu vois. Donc il se déchire le biceps et après il se déchire le quadriceps. Quad. Ah, enfin, Mais tu vois, pas une petite ça, déchirure, hein. ouais, ouais, Déchirure un truc, complète du quad. ouais, ouais, Genre la rotule ouais, qui ouais. remonte dans la hanche et qui dit bonjour. D'ailleurs, il croyait qu'il s'était cassé le genou, lui. Ouais. Quand il tombe au début, il dit, ouais, mon genou est cassé, il faut que tu me remontes et tout. Et en fait, c'est une rupture du quadriceps. Mais dans le powerlifting, alors moi, depuis X années que je fais de la compétition, ma première compète de power, j'ai vu un mec qui s'est fait les deux quadriceps. Tu vois? Wow. Mais, Ça, pour ceux qui se peut-être rendent pas compte, ça c'est le genre de blessure qui arrête une carrière nette, hein. Le nombre de, il y a Jean-Pierre Flux ou je sais pas quoi, un bodybuilder qui avait fait un photoshoot et qui pendant le photoshoot, en plus ils ont la photo où il fait une erreur, double rupture des deux jambes, des quadriceps, ça a arrêté sa carrière nette. ok. Mais donc, C'est tu une vois, moi, grosse j'ai vu blessure, ça, hein. ouais, bah oui, clairement. Et je n'ai jamais revu ça, tu vois, en m'entraînant. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, je connais quelqu'un ça. Je l'ai vu. Euh, le- les chances que les deux quadriceps lâchent en même temps, enfin, c'est quand même, les chances sont quand même assez Ça t'a faibles. pas calmé? Bah, moi, j'étais déjà passé, heureusement. C'était à l'époque, je me souviens, j'avais fait 132,5 au squat à cette compète. Alors, c'était il y a longtemps, tu vois. C'était il y a longtemps. Et heureusement, j'étais déjà passé parce que je pense que je me serais dit, non, je peux pas les squatter, tu sais, c'est pas possible. C'est pas Ça, possible. ça s'est passé sur sa descente?
De mémoire, ouais. Mais je suis pas sûr à 100%, mais de mémoire, ouais. Ok, De mais mémoire, il est ouais. pas tombé sur ses genoux ou quoi que ce soit, c'était vraiment Non, dans... parce que le pareur qui était derrière l'a rattrapé en fait direct, tu vois. Il l'a posé dans ses bras, en fait, les quadris ont lâché. Et vu que le mec était bien derrière et que c'était un gros bébé, tu vois, qui était derrière, c'était un power aussi, tu vois. Il l'a rattrapé. Et en fait, le mec s'est assis, en fait, dans ses Wow. bras. Et vu que bah, la barre, après, tu vois, vu que c'était un monolithe, elle est tombée dans les élingues et tout. Enfin, tu vois, il n'y a pas eu de drama plus que ça. Et voilà, tu vois, du coup, pour la petite histoire. Heureusement, parce que quand tu squattes lourd, que tu te fais les deux quadriceps et qu'en plus tu te prends 2 kilos sur la nuque, Ouais, c'est pas le top. ouais, Ça ouais, te donne pas clairement. envie de Mm, continuer, quoi. Ah, clairement. c'est intéressant. Du coup, je pense qu'on va essayer de revenir au sujet de la structure de l'entraînement. Euh, du coup, comme on le disait, la structure de l'entraînement, du coup, au final, est rien que le squelette hein, de l'entraînement, parce que choisir si on fait un push-pull leg, si on fait un upper-lower, c'est vraiment le squelette, hein, c'est un des aspects primaires, en fait, de l'entraînement, dépend de beaucoup de facteurs. Là, en fait, finalement, la discussion qu'on a eue, bah, elle découle, en fait, de ça, et du coup, bah, si la personne est capable de tolérer un gros volume ou pas, est-ce que cette personne est capable de tolérer ce volume de manière rapprochée dans la semaine ou pas du tout? Est-ce que cette personne a besoin de plus de récupération? Est-ce que l'intensité est le vecteur prépondérant de sa performance? Parce que bah, au final, même si vous êtes un athlète très avancé et que vous pouvez tolérer un bon volume, mais que vous arrivez à atteindre le même tonnage avec une intensité plus élevée, ben peut-être que faire un full body, comme on l'a évoqué dans le podcast sur la fréquence, c'est pas forcément le plus optimal dans ce cas-là. Et une fois de plus, si on reprend l'exemple de Jordan Peters, il s'entraîne uniquement, enfin, pas uniquement, mais je pense que 9 mois sur 12, il s'entraîne en push-pull leg. Et au premier abord, le push-pull leg bah, présente une fréquence sur chaque groupe musculaire que de 1. Non. S'il n'est pas répété, Bah bah oui, mais s'il n'est pas répété, mais généralement sur son mésosique, il fait push-pull leg, push-pull leg. et ben en fait sur une semaine, non, il fait leg, 2 jours de repos, push, il se repose, il fait pull, il se repose, et des fois, dans ça, il a un density day, mais c'est pas tout le temps. Mais des fois, en fait, Il s'entraîne que lui, il 4 fois veut, par semaine? voire 3 fois, des fois. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que, ouais, JP, c'est vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui sort un peu de la norme, et lui, tu vois qu'il dit pas, Ah, parce j'ai que un ami, justement, bah, du coup, quand on dit push-pull leg, généralement, pour moi, ça ça sous-entend représente push-pull 6 leg, push-pull entraînements. leg, en fait. Ouais, Ouais, exactement, non, ouais. mais je suis d'accord. C'est pour ça que je le soulignais. Et donc, du coup, j'ai un ami, mon pote Gauthier, qui est sur son site, qui est sur son forum. Et lui ne dit justement volume is king, not in- intensity. Ouais, Et ouais, basta. Tu vois. je comprends ce que je veux dire. Le problème, c'est toujours la différence entre. Le truc, c'est on a des datas qui nous montrent que le volume, c'est quand même la clé de l'hypertrophie, c'est quand même le driver de l'hypertrophie. On a plein de trucs qui nous montrent ça. Le truc, c'est qu'après, tu as des gens, encore une fois, qui sont un petit peu spéciaux et qui répondent très bien à un petit volume d'entraînement. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va pouvoir fonctionner de la même manière que Jordan Peters? Je pense pas, parce que Je pense pas aussi. euh, et c'est toujours ça qui est difficile. C'est la même chose, c'est en nutrition, quand quelqu'un a des très bons résultats avec une technique, ou tu vois, que ça soit un régime paléo ou le jeûne intermittent, etc. Et qui du coup reste bloqué dans cet état d'esprit de ah bah parce que ça a fonctionné si bien pour moi. Dans la plupart des cas, c'est pas un mensonge. Ça a vraiment marché pour cette personne. Mhm. Mais du coup, elle se dit ah bah ça va forcément marcher pour tout le monde, et c'est forcément l'outil que je dois implémenter à tout le monde parce que c'est la vérité, etc. Et à mon avis, c'est un peu ça aussi le problème, c'est que moi, je peux pas m'entraîner comme Jordan Peters, dans le sens où bah, j'ai pas les mêmes intensités que Jordan Peters, et je sais que si je m'entraîne, tu vois, si je commence, tu vois, imaginons je suis un débutant, ou même maintenant, tu vois, et je me dis, ok, bah, Jordan Peters, il a raison, il a un physique qui est 2 fois comme le mien, bah du coup, je vais m'entraîner 3 fois par semaine, et je vais
suivre exactement sa programmation d'entraînement. Mais moi, je peux te dire que je vais pas progresser parce que ça, enfin, vu que mes intensités sont pas aussi élevées que les siennes, je vais faire deux séries aux intensités que je peux maîtriser. Ça va être difficile de progresser parce que Mhm. mon tonnage sur ma semaine, tu vois, genre entre ces séries et les miennes, enfin, tu vois, mon 80% ou mon 90%, c'est son 20%, quoi. Donc, Ouais, en plus on donc, rigole, mais c'est probablement possible parce qu'il est tellement fort que c'est n'importe quoi des fois. Enfin, bah ouais. c'est vraiment très très fort, hein, vraiment très très fort. Mais du coup, C'est ce qui impressionnant. m'intéresserait, c'est de voir si au niveau de sa programmation d'entraînement, il a la même approche avec ses coachés. Parce que j'ai suivi quand même pas mal de gens qui coachent. J'ai pas l'impression qu'ils s'entraînent exactement de la même manière que lui. Non, mais souvent, par contre, sur ces gros athlètes, ça peut ressembler à ça. Après, une fois de plus, c'est une histoire de, je pense que c'est une histoire de contexte. Dans la vidéo, il me semble que de mémoire, il dit que le volume n'est pas roi. Donc pour lui, il le met pas forcément en driver numéro un, en proxy numéro un. Après, par contre, il ne dit pas que le volume n'est pas intéressant. Après, à savoir que JP, il coach que des athlètes qui sont très très avancés et qui sont très très bons. Euh, un mec qui a Donc pas fait de body, qui a pas trop de niveau, ça l'intéresse pas déjà. Donc, pour lui, le premier driver, c'est l'intensité. Mais quand il dit intensité, il parle de pourcentage de 1 RM ou il parle d'intensité dans ce que tu mets dans ton entraînement, en fait, d'une certaine manière. non, je pense qu'il parle vraiment de l'intensité par rapport au 1 RM parce que lui, il fonctionne énormément. Je pense, hein, parce que lui, il fonctionne énormément en top 7 back off 7, tu vois. Même sur des petits exercices, Ouais. élévation latérale, il y a moyen, tu vois, à la poulie qu'il fasse top 7 back off 7, tu vois. Il va faire un top 7, il va faire 6 reps ou 7 reps, et puis après, il fera un ou deux back off où il ira chercher entre 9 et 13 reps, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui est très récurrent, tu vois, dans ses programmations. Mais tu vois, le truc, c'est que si tu réfléchis en termes d'intensité par rapport à ça, un 6-7 reps, 6-8 reps, ça veut dire que il est dans des intensités par rapport à son 1 RM qui se situe aux alentours des 75 à 85%, disons. Ok? Mhm. On est d'accord. Donc, Ouais. il y a de l'intensité, mais c'est pas non plus du 95%, quoi. Tu vois? Parce que Ouais, il je y a comprends ce toujours. que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette problématique, mais qui vient généralement de la définition de l'intensité, pas que les gens veulent. Faut que tu arrêtes avec ton stylo parce que sinon, je sais pas ce que tu es en train de cliquer là. Ah, c'est J'entends c'est clac. un ciseau, tu sais, c'est le mec stressé, je le pose. Le mec qui veut tuer des gens. Ouais, qui vient généralement du problème de la définition de l'intensité. C'est que l'intensité, souvent est défini comme l'effort qui est demandé pour effectuer une série, tu vois. Tu sais, Mhm. c'est genre, ouais, bah mon 7 mes 7 élévations latérales, ça me demande énormément d'énergie, il faut vraiment que je me concentre, il faut que je me focus pour le réaliser, etc. Et je dis pas que c'est pas le cas, tu vois. Mais quand tu parles d'intensité en termes scientifiques, tu parles de pourcentage de son 1 RM, tu vois. Et le truc, c'est Mhm. qu'effectivement, l'intensité, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire quand il fait un RDL à 6 ou 7 plates de chaque côté est monstrueuse. Mais s'il arrive à faire 10 répétitions, bah, en termes d'intensité en pourcentage de 1 RM, même si l'effort est monstrueux et la performance est incroyable, bah, il est quand même à 75-80% de son 1 RM. Donc il n'est pas dans des intensités qui sont extrêmes pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Je comprends. Après, à savoir que lui aussi, il est pas partisan. À un moment, je me souviens que Lucas Gouif en avait parlé et JP avait tendance à être beaucoup blessé. Et il a dit que il allait essayer de mettre des RIR, tu vois, dans ses entraînements. Et il a essayé pendant quelques temps et après, il s'est rendu compte que c'était pas du tout pour lui, qu'il n'y arrivait pas. Donc JP est quasiment toujours RIR 0, hein. RIR 0 à chaque fois, voire même il fait des rest pauses
pour vraiment aller gratter au-delà de l'échec. Après, est-ce qu'il le recommanderait à tout le monde? Je ne sais pas. Après, bon, pour étonner personne, JP, c'est un bodybuilder qui fait du bodybuilding depuis des années, qui gère très très bien sa préparation et qui gère très très bien aussi sa chimie. Je pense qu'il est exceptionnel à ce niveau-là en termes de ce qu'il est capable d'encaisser. Donc évidemment, c'est aussi un driver qui est à prendre en compte, mais c'est vrai que ça reste un petit peu hors norme, la performance, le volume qu'il intègre, le fait qu'il soit RIR 0 par rapport à ce qu'on pourrait peut-être déjà véhiculer au sein de Bayesian de manière générale. Mais Donc, ça donc voilà, c'est à c'est un notifier. point intéressant que tu notes, le fait de sa proximité par rapport à l'échec. Et c'est vrai, parce que quand tu regardes, quand il fait un. Je prends le cas du RDL parce que c'est ce qui m'a le plus marqué en termes de performance. Mais ça lui arrive de pas réussir à finir la dernière rep et du coup il la pose au sol, tu sais, il lâche la barre. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est vraiment à l'échec parce qu'il est même pas capable de finir sa répétition. Donc il est à RIR 0, clairement. Euh, Mmh. et, et le truc, c'est que souvent, ce qu'on recommande en termes de programmation, c'est d'éviter d'aller à l'échec. Parce que, en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que quel est le problème en réalité d'aller à l'échec. Bon, déjà, il y a le fait que la technique peut potentiellement partir en sucette et du coup, tu as un risque plus important de te blesser. Mais si tu es un athlète comme Jordan Peters et que ta technique, c'est quelque chose que tu maîtrises parce que c'est quelque chose auquel il fait attention, tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc il comprend quand il prend des risques en termes de technique, du moins. Il a une bonne proprioception, etc. Donc le truc, c'est que en termes d'hypertrophie, on sait que s'approcher de l'échec, l'avantage en termes d'hypertrophie est pas énorme. Si tu es à une répétition de l'échec ou si tu vas à l'échec, euh, est-ce que tu vas vraiment gagner plus de masse musculaire? Ça va être minime. Je pense que c'est tellement petit que c'est statistiquement non significatif. Mais par contre, la récupération est beaucoup plus importante. C'est ça aussi qu'il faut mettre en lumière. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu dis, il prend un jour ou 2 jours de repos après les jambes. C'est que il se pousse tellement loin que effectivement, sa récupération est beaucoup plus importante, quoi. Tu vois. Ouais. C'est ça. Encore une fois, c'est une méthode d'entraînement où, vu que tu te pousses tellement proche de l'échec, tu vas avoir besoin de plus de temps de récupération. Donc ça va main dans la main. Si tu veux t'entraîner plus souvent, et en plus si tu es naturel, bah, sans doute tu vas devoir rester un petit peu plus conservateur en termes de proximité de l'échec et arriver avec un 2-3 RIR, voire bah, ça peut arriver de pousser un petit peu plus loin, mais ça t'évitera d'avoir trop besoin de récupération entre tes séances. C'est vrai que ta Ouais. fréquence, tu peux pas entraîner un full body tous les jours si tu vas chercher de l'échec à chacune de tes séries. Ouais. Ouais. Tu vas pas récupérer, c'est pas possible, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Après, je pense que dans ça, il y a un sujet que tu apprécies beaucoup, c'est que bah, lui, c'est sa manière d'adhérer à son entraînement et l'adhésion qu'il a par rapport à cette structure d'entraînement de manière générale, bah, lui convient totalement. Je sais que moi, je suis un petit peu pareil, hein, quand je suis vraiment dans dans un bon élan de progression, j'ai du mal à me dire, je vais être RIR 2 souvent quand j'ai fait ma sèche et que je progressais bien, que tout était bien ficelé, souvent à chaque fois sur mes séries j'étais RIR 0. Sur mes main lifts, hein, j'étais RIR 0. Hein. Et après sur tous les exercices, souvent non, je suis souvent RIR 1, voire 2. Mais sur mes main lifts, j'ai tendance à être RIR 0. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont avancés, qui ont de l'expérience, qui ont du mal euh, à s'entraîner et à garder des répétitions en réserve, quoi. Parce qu'ils ont Ouais. l'impression que qu'ils s'entraînent pas, donc et même moi ça m'arrive, hein. J'ai fait une petite IGTV où j'explique que je me sentais tellement bien sur une série que bah je me suis enflammé et j'ai poussé jusqu'à ce que je sois pratiquement à l'échec, quoi. J'ai fini ma dernière répétition, mais j'en avais pas une de plus. Mhm. Et c'est difficile parfois de me raisonner et de me dire non, mais il vaut mieux que tu sois conservateur, to live another day, quoi, tu vois, genre pour que je puisse m'entraîner mieux Ouais, ou ouais. que je puisse m'entraîner demain, etc. Mais, euh,
Mais ouais, c'est un concept à prendre en compte et je pense qu'il faut en être conscient aussi dans sa programmation d'entraînement. Si vous êtes quelqu'un qui veut absolument pousser chacune des séries jusqu'à l'échec, ce que je conseille pas forcément, d'après les datas qu'on a sur le sujet, mais ça peut être la manière pour vous d'adhérer à votre programme d'entraînement, comme ce que tu disais. Bah dans ce cas-là, il faut aussi le prendre en compte dans la programmation et peut-être que un volume optimisé, une fréquence optimisée par rapport à votre niveau ne sera pas optimal, tout simplement parce que votre récupération devra être un peu plus importante entre chaque séance de recrutement d'un groupe musculaire. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je vais pas faire de blabla inutile parce que je suis d'accord avec toi. Donc, Donc, est-ce que tu avais d'autres trucs que tu voulais voir par rapport à la programmation de l'entraînement? alors, Je sais que tu as une liste on de est, 50 questions. voilà, on est déjà à 51 minutes, donc on va essayer de pas faire 10 000 questions. Mais je pense qu'on pourrait parler rapidement, enfin, rapidement, entre guillemets, on s'entend, peut-être de la structure de la progression. À quel, quelle nuance on pourrait donner sur la structure de la progression? Est-ce qu'on peut se dire, bah, chaque jour, je viens à la salle bah, hier, je faisais du 10 reps, enfin lundi dernier, je faisais du 10 reps et là, maintenant, je fais du 8 reps. Est-ce que je peux faire du intuitive training? Parce qu'apparemment, The Rock fait ça. Il a dit que lui, il n'avait pas de planning d'entraînement. Il a dit qu'il faisait toujours au feeling. Donc, est-ce que le fait de fonctionner comme ça semble optimal sur le court terme, sur le moyen terme et éventuellement du coup sur le long J'aime bien terme. comment tu lances un sujet qui pourrait durer 2 heures et tu me dis ouais Ouais, bon on va pas trop s'étaler mais juste une petite question comme ça. ouais, C'est un peu comme les gens souvent qui me posent des questions, tu sais quand je fais le Q&A là sur Insta et genre qui me posent une question où il faudrait que je parle pendant 1 heure pour pouvoir ouais. répondre. Mais vas-y démarre, dis-moi ce que t'en penses et moi quel est ton point de vue Ok. par rapport à ça et je compléterai. Alors, moi, de mon point de vue, je suis pas du tout pour fonctionner comme ça, parce que je pense que ça laisse déjà beaucoup trop la place au hasard. Quand on veut optimiser quelque chose, on veut être sérieux, on veut se référer à quelque chose qui est identique à chaque fois, un nombre de répétitions, une charge qui ne varie pas de 50 kilos entre chaque séance ou entre chaque session. C'est important d'avoir quelque chose qui est codifié, que ce soit au niveau du choix des exercices, au niveau du choix des répétitions, au niveau du choix des intensités. Donc, le fait de dire dans l'absolu que changer d'exercice, c'est cool parce que ça choque le muscle, ben, c'est une manière de structurer son entraînement qui, allez, on va la dire à la Will, désolé d'être informel, mais qui pue la merde, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Parce que c'est complètement débile de fonctionner comme ça. Parce que en soi, vous avez besoin d'avoir des schémas moteurs et donc neuromusculaires sur chaque exercice qui sont efficients pour être le plus performant et pertinent à chaque fois que vous effectuez cet exercice pour induire un maître mot dans la progression sur le long terme, un progressive overload. Et le progressive overload ne peut pas passer de 80 kg à 87 kg, puis après je suis pas en forme donc je me mets à 78 kg, et puis après je me mets à 100 kg parce que je suis en forme. La fourchette de répétition et l'intensité doivent être les mêmes au fur et à mesure des séances parce que tout ça aura été défini à l'avance. Après, rien ne vous empêche, en fonction de divers critères, d'avoir des périodisations différentes, donc d'avoir des fourchettes de répétition pardon, avec des intensités qui sont différentes. Admettons votre séance A au niveau de votre upper day, ça peut très bien être du développé couché sur du 5 reps. Et puis le jeudi, quand vous faites votre séance upper B, et ben, ça peut être sur du 8 reps, du 9 reps ou du 12 reps. Enfin, voilà, ça peut être défini en fonction du calcul de l'hypertrophie spécifique à ce moment-là. Moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en place. Généralement, quand j'ai des powerlifters avec une fréquence de 2, ce que je fais, c'est que sur la première séance, j'ai quelque chose qui est, après ça dépend à quel moment on se situe dans la planification, mais sur la première séance, j'ai quelque chose qui est plus court, plus intense, et la deuxième séance, en fonction du calcul que j'ai eu, si par exemple on est sur du 8 reps, 9 reps, 10 reps, 11 reps, et bien la deuxième séance est vraiment axée sur la fourchette de répétition qui est optimale pour l'athlète. Ok, je vois. Euh, donc du coup là tu as parlé un petit peu de périodisation parce que quand tu fais souvent, tu sais, c'est présenté comme force et après hypertrophie, parce que les gens, ils aiment bien encore utiliser
la différence entre la force et Ouais, l'hypertrophie. Tu sais, genre un jour où tu fais du 6-8 reps et un autre jour où tu fais du 10-12 reps. ouais. Mais en réalité, on sait qu'il y a un continuum force, endurance de force, mais qu'en termes d'hypertrophie, tu t'y retrouves quand même pas mal, que tu fasses entre 5 répétitions et disons, allons jusqu'à pratiquement 30 répétitions à partir du moment où ta proximité à l'échec est à peu près similaire. Et, euh, et par rapport à ça, du coup, est-ce que tu aimes bien la diversité dans les fourchettes de répétition ou est-ce que tu restes toujours tu vois, par exemple, quelqu'un qui a pas trop envie de se prendre la tête et qui vient à la salle et qui dit ouais, bon, bah aujourd'hui, je veux travailler sur, tu lui as dit du 6-8 reps. Donc il prend ce qu'il pense être la charge pour du 6-8 reps. Bon, il en fait 8 sur la première, donc il se dit ouais, bon, bah j'ai fait 8, donc je peux peut-être pousser un petit peu, tu vois. Donc il prend les haltères qui sont un petit peu plus lourdes, et là il se retrouve à 5 reps. Tu vois, donc il y a une Mhm. variation et tout. Tu mets ça en place? Comment tu fais en sorte que les gens font le protocole que tu leur conseilles, en fait? Alors, quand par exemple, en gros, on va dire que moi je fonctionne surtout, mais c'est pas tout le temps vrai, surtout avec deux modes de périodisation. Je fonctionne beaucoup avec la progression linéaire, ce qu'on appelle linéarly progressive, enfin en tout cas que j'appelle linéarly progressive, et je crois que toi aussi tu appelles ça comme ça. Ouais. Et, euh, et en gros, l'objectif, c'est vraiment là de valider la première série et après, les athlètes font ce qu'ils peuvent, ils font de leur mieux. S'ils peuvent réitérer le même effort, c'est OK. S'ils peuvent faire au-dessus et autoréguler, c'est OK. Mais si par exemple, ils doivent faire 10 répétitions et qu'après, ils se retrouvent à 9, 8, 7, 6 répétitions, pour moi, c'est pas problématique parce que sur cette méthode-là, je me base sur la première série comme vecteur de progression. Parce qu'en fait, la première série va être probablement tirée tellement proche de l'échec que le stress mécanique qui va être infligé va être suffisant pour enclencher une progression. Et après, on va dire, entre guillemets, c'est du bonus, c'est du volume, c'est un stress appliqué qui est supplémentaire. Mais la première série, en tant que telle, pourrait probablement suffire à un certain niveau à déclencher une hypertrophie sur le groupe musculaire en question. Et après, la deuxième méthode que j'utilise, c'est le rep range, mais j'utilise aussi beaucoup quelque chose de Jordan Peters une fois de plus parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait de manière générale et c'est vrai qu'il est assez inspirant. Donc le On rep a, range, euh, on a compris que ouais, vas-y. t'étais fanboy, même peut-être plus que moi, là, donc je me sens un petit peu, tu vois, genre lésé, on va dire, mais Non, vas-y, en plus, en plus, je suis vraiment pas trop fanboy, mais c'est vrai que j'aime bien des fois les, Non, les mais méthodes de périodisation bien qu'il sûr. qui, qu'il utilise. C'est Et intéressant. Et puis, en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de Jordan Peters, et c'est ce que j'aime particulièrement, c'est que même si j'adhère pas forcément à tout ce qu'il fait, c'est que au moins c'est quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il pense et il explique pourquoi il le fait, en fait. Tu vois. Moi, ouais, c'est ça que je reproche à beaucoup de gens, c'est qu'il y a des gens, ils font des trucs où ils te disent de faire des trucs, mais ils t'expliquent pas la philosophie derrière et ils t'expliquent pas pourquoi ils le font. Et du coup, tu dis, ouais, bah d'accord, mais enfin voilà, moi j'aimerais bien comprendre en fait. J'ai pas juste envie de ouais, reproduire ton entraînement ripou là sans que tu m'expliques. Donc c'est pour ça que Jordan a cette valeur ajoutée d'être vachement transparent en fait sur ce qu'il pense et sur ce qu'il fait. Et du coup, bah ouais. tu peux prendre ce qu'il te donne et dire bon bah ok ou non, je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai pas la même mentalité ou j'ai pas la même approche par rapport à ça. Donc ça c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie en particulier. Ouais. Et du coup, donc je termine sur ce que je disais. Et en fait, sur la deuxième méthode de périodisation que j'utilise généralement plutôt pour les exercices d'assistance ou secondaire en fonction de comment on voit la chose. Et je pense en fonction aussi de la discipline qu'on fait, si on fait plutôt du bodybuilding ou si on fait plutôt du powerlifting. Et cette méthode de fourchette de répétition, je l'utilise plus pour les séries plus longues pour la simple et bonne raison que généralement, bah, sur les exercices donc plus secondaires, les élévations latérales, les butterfly lateral raises, Bah tu peux pas mettre les mêmes les curls. intensités aussi.
tu peux pas mettre les mêmes intensités et puis la surcharge progressive est beaucoup plus compliquée à mettre en place généralement. Donc le fait de cibler une fourchette de répétition et de se dire, bah, par exemple, j'ai pas spécialement de temps défini, de temps défini dans le sens vraiment le temps, l'unité temps pour réussir à faire mes 20 répétitions. Mais à partir du moment où je progresse au moins d'une répétition sur l'ensemble de mon volume sur cet exercice, eh ben c'est ok. C'est ok parce que le volume total sera supérieur à la fois d'avant et comme on disait tout à l'heure, bah, au final le tonnage sur les élévations latérales, bah, si j'ai rajouté une répétition à 15 kg, bah, ça fait que la dernière fois j'avais peut-être fait 1500 kg et puis bah, là j'ai fait 1515 kg, mais sur des exercices où la progression est aussi compliquée, et ben, ça a tout son intérêt dans ma perception des choses. Et du coup, juste pour dire la troisième périodisation que j'utilise aussi, c'est un peu je vais pas dire une méthode rep range améliorée, mais c'est plutôt que de se dire que tu dois faire, admettons, tu dois réussir à faire 4 fois 20 répétitions ou réussir à atteindre 20 répétitions. Et du coup, si tu démarres à 8 répétitions, c'est pas problématique. C'est un rep range qui est défini où tu dois réussir à avoir un rep range entre 5 et 9 répétitions, entre 8 et 11 répétitions. Et du coup, ça permet en fait de garder quand même un certain niveau d'intensité et dans certains cas de figure, moi je sais que je l'ai beaucoup utilisé sur certains de mes athlètes au niveau du stiff leg deadlift que j'avais implémenté à un moment à plusieurs de mes athlètes pour tester un petit peu les rendus. C'est que le fait d'être en linéarité progressive, des fois c'était un peu trop pour eux parce que le but c'était quand même d'avoir ce côté de, 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 de créer du muscle, d'avoir un exercice quand même qui nous permet de créer du muscle et pas être seulement dans cette vibe, ouais, je soulève lourd, parce que l'objectif premier, c'était pas ça dans ce Ouais. contexte-là. Et du coup, le fait d'être sur un rep range qui était défini, bah, il se disait, merde, maintenant que j'ai fait ma première série, vu qu'il me faut quand même suffisamment de volume, bah faut que j'aille claquer au moins 6 reps. Donc ça évite de trop se reposer sur ses lauriers. Et quand tu es un peu trop habitué au linéarité progressive et que tu sais que généralement, bon bah voilà, si tu tombes pas en dessous de 3-4 reps, bah la première série tu fais 12 et puis moi le premier, hein, j'ai déjà fait. Et puis la série d'après tu dis, oh j'ai fait 5, c'est bon, j'en ai plein le cul, ça m'énerve. Donc du coup être bridé entre 9 et 12, bah je trouve que par exemple pour ce cas-là, ça peut être intéressant. Moi, je fonctionne de la même manière que toi, hein. C'est ce que j'implémente généralement, hein, avec un volume autorégulé, avec un objectif sur les premières reps, parce que je trouve que ça fonctionne bien et ça permet de pousser euh, la progression et le volume d'entraînement proche du max pour qu'ils puissent récupérer, mais en même temps en s'adaptant aux aléas de la vie et de la journée, parce qu'il y a des jours tu es un peu plus fatigué que d'autres, parce que tu n'as pas bien récupéré, tu n'as pas bien dormi, des choses comme ça, et ça te permet de faire quelques erreurs. Tu vois, par exemple, comme tu dis, tu fais 12, mais la prochaine, tu fais 6 parce que ta capacité de travail cette journée-là est pas optimale, peut-être parce que Mhm. tu es un peu fatigué, et du coup, ça permet de sauver un petit peu ça. Et bon, après, il y a le linéaire, il y a l'ondulatoire aussi, dont on a plus ou moins parlé. Mais en fait, l'ondulatoire, c'est une sorte de linéaire où tu viens ralentir la progression parce que tu arrives à un niveau où tu peux pas juste augmenter l'incrément à chaque fois ou parce que l'incrément est trop important. Donc ça, c'est, enfin, tu vois, par exemple, quelqu'un qui est à 50 kilos au développé militaire, par exemple, tu augmentes de 2,5, bah à chaque fois, tu lui demandes d'augmenter sa charge de 5%. Donc, tu ne peux Mhm. pas augmenter de 5% indéfiniment. C'est une grosse marche à chaque fois au niveau de son entraînement. Mais ouais, dans l'ensemble, je fonctionne comme toi. C'est vrai que j'aime bien avoir une variété de répétitions, parfois sur les mêmes exercices, parce que je trouve que ça permet de travailler l'exercice différemment. Et il y a un truc dont j'aimerais te parler la prochaine fois. Je pense que ça sera un sujet intéressant pour notre prochain podcast. C'est concernant le tempo de répétition d'une certaine manière. Alors, attention, je sais que tu vas me tirer au fusil de chasse en voyant approcher avec mes tempos. Alors, je vais pas te demander qu'est-ce que tu penses du 3-0, 2-1, 10. Enfin, c'est pas ça, mais c'est que bon, on en parlera prochainement, mais je suis en train de travailler en essayant de vraiment, parce que je suis en cours de rééducation, donc là je suis vraiment mieux qu'il y a quelques semaines, mais en fait je préfère travailler avec des plages de répétition plus courtes pour être sûr
de maîtriser ma technique. Tu vois, par exemple, prendre une intensité où potentiellement je pourrais faire 16 reps, mais n'en faire seulement 8 avec un tempo complètement contrôlé et une technique parfaite, parce que je sais que tenir cette technique sur 16 reps, ça sera plus compliqué que pour moi que tenir sur 8 reps en fait. Et du coup, je me concentre vraiment sur la technique et le truc, c'est que même à 8 reps, je suis assez proche de l'échec, tu vois. Pas à cause du tempo, Ok. tu vois ce que je veux dire, à cause du Mhm. tempo et de la posture que j'intègre. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien qu'on parle sans doute dans le prochain podcast. Si vous avez des idées au niveau des sujets que vous voulez qu'on aborde, parce que je pense qu'on a quand même abordé pas mal de trucs aujourd'hui et je pense que vous aurez pas mal de valeur ajoutée sur le podcast d'aujourd'hui. Donc merci Axel d'avoir pris le lead sur cette programmation d'entraînement. C'est toujours un Mhm. plaisir de partager avec toi. Proposez-nous en commentaire ce dont vous voulez qu'on parle. Maintenant que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, allez nous lâcher des 5 stars sur iTunes, etc. pour qu'on se fasse référencer et que ça nous motive à bombarder les podcasts. Ça serait pas mal qu'on arrive à en faire un par semaine si vous êtes chaud et que vous en voulez. Et Axel, on se retrouve dans le prochain podcast. Il n'y a pas de souci. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci à tous, bonne journée. Allez, ciao! Top mon gars.